Armes, effectivement, aussi, pour le moins étrange, puisque toutes neuves. Donc, ce sont des fusils d'assaut américains. Mm, Alors, je me rappelle plus tout à fait la mm, marque, mm, mais ce mm, sont des fusils d'assaut, en tout cas, qui sont vendus que pour l'armée américaine. Je veux dire. mm. Et qui ne faut pas, qui ne faisait pas partie du stock de l'armée. C'est libyenne, voilà, comme on nous C'était. l'a affirmé, puisqu'on nous a Ouais, affirmé que les rebelles, les armes, ils se les étaient procurées dans les casernes qu'ils avaient non, prises d'assaut, non. etc., alors que c'était tout à fait des armes Mm, américaines, ainsi que des gilets pare-balles tout neufs, des mm, habits tout mm, neufs, tout ce qu'on a vu, pour qui d'ailleurs pouvait se questionner. On le voyait même sur les écrans des grandes chaînes. mm, On voyait bien que ces rebelles avec leurs 4x4 tout neufs, avec mm. des mitraillettes dessus. Attendez, il faut quand même pas oublier qu'il a poussé. Bon alors, il y avait quand même deux choses qui se sont passées. C'est-à-dire que vous aviez Morin et Juppé qui étaient plutôt à essayer de trouver un accord avec Kadhafi. Kadhafi était prêt, hein, d'ailleurs, à se retirer, hein. Il était d'accord pour mettre en place une constitution, parce D'accord. que c'était ce qui était demandé. Ça, il était d'accord. Sauf que bon, Sarko a dit non, parce que BHL a dit on continue. Surtout depuis le début, puis en plus, c'était le plan de. Je crois que c'est le président sud-africain, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. qui avait proposé son Ils plan. ont proposé, l'Union africaine ont proposé, ça a été, Voilà, le plan de l'Union hmm. africaine. Mais ça a été Ça a été rejeté alors que Kadhafi acceptait toutes les conditions de la paix. d'accepter Ouais, beaucoup de choses, ouais, ouais. effectivement, y compris de se retirer Y sur la compris de fin. se Ouais. retirer, je crois, En vue, d'organiser des en vue, élections. en vue, Enfin, ouais, voilà. en vue d'éviter le bombardement, parce qu'ils savaient très bien que au moment où les bombardements allaient arriver, c'est le peuple qui allait en subir les conséquences. Parce que Kadhafi était quand même un homme. Alors moi, on est en contact avec des anciens généraux de Kadhafi. Quand il y a eu notamment le problème de Misrata, des généraux étaient partisans pour régler le problème rapidement. Parce qu'ils avaient des bombes à absorption d'oxygène, donc ils auraient pu. Voilà. Kadhafi a dit non, non. D'où le fameux bit bit, dar dar, zenga zenga. Ah, ouais. Maison maison, rue par rue, voilà. Voilà. Il a donné comme consigne à l'armée on ne bombarde pas Misrata parce qu'il y a des familles libyennes qui sont prises au piège et vous devez faire maison par maison. Casse-tête pour les généraux. Voilà. C'est-à-dire que la prise de Misrata était très compliquée pour les généraux parce qu'il fallait libérer maison par maison. C'était les directives qui avaient été données pour protéger les populations. Donc, et qui a été repris comme étant évidemment l'alpha et l'oméga de la cruauté, puisqu'il avait dit oui, on chassera les terroristes Oui. comme des rats. Après la chute de Tripoli, des membres des comités révolutionnaires étaient partisans de faire exploser les infrastructures pétrolières, voilà, de ne pas laisser. Kadhafi a dit hors de question, ça appartient au peuple, donc on laisse ça au peuple. Voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui était très mesuré, qui était l'opposé de ce qu'on nous l'a présenté, puisqu'il a eu de cesse de protéger son peuple jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que, donc, évidemment, on va revenir sur cette prise de Tripoli après, mais les événements, donc, on va dire les événements s'enchaînent. Il y a donc cette fameuse résolution qui, au départ, alors c'est ce qu'on appelle en anglais, hein, c'est une no-fly zone en anglais, Ouais, ouais, ouais. une zone, comment on appelle ça, une Ouais, zone, voilà, une zone, enfin, pardonnez-moi, l'expression m'échappe en français. ouais, En tout cas, on lui impose donc mm. cette zone où les avions ne peuvent plus circuler. Il accepte. Il accepte, Voilà. hein, voilà. Et pourtant, malgré ça, l'OTAN bombarde. 98 000 bombardements. On n'a jamais, voilà, 98 000 bombardements musulmans. On n'a jamais vu ça pour un pays, je le rappelle, de 6 millions 6 d'habitants. 000 habitants. Petit pays, Voilà. hein, la Libye, il y a moins d'habitants dans toute la Libye que dans l'île de France. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, l'OTAN a reconnu la mort de 48 civils dans les bombardements collatéraux. Ça, c'est officiel. 48 civils. Voilà, innocents. Voilà. Bon, les tribus libyennes ont estimé à peu près entre 80 et 100 000. Ils sont Entre en train- 80 et 100 000 Ils morts. sont en train de faire le recensement d'ailleurs en ce moment. Les tribus libyennes sont en train de faire le recensement de leurs morts. Voilà. Donc c'est... Depuis, en 2011. Ça continue jusqu'à ce jour. Ça continue jusqu'à ce jour. Parce que, donc, il y a eu bombardement intensif de l'OTAN, effectivement, comme on a... Des rebelles aussi. On a rarement jamais Et vu. à Sirte, Alors, un mois d'assaut, 20 000 morts. 20 000 morts. L'hôpital avait été rasé. Pour une Complètement partie. rasé. Ouais, pratiquement. puis on osait dire que c'était les autres en plus. Parce qu'on Non, avait non, vu non, un non, reportage à non. France 24, on nous disait, ah, mais ils ont fait Ah, sauter mais l'hôpital, ils sont tellement... Déjà, on nous parlait de l'armée, mais il n'y avait plus d'armée déjà. Toutes les casernes ont été bombardées, tout a été Dès bombardé. le début du conflit. Oui, dès Donc le début. l'armée, en fait, elle est dès le début du Plus conflit. de radar. Effectivement, ils avaient des missiles. Mais sans radar, en fait, comment? Voilà, les radars, en 5 jours, il n'y avait plus un radar qui fonctionnait en Libye, quoi. Donc, l'armée n'avait plus de capacité.
Donc l'armée n'avait plus de capacité. Non. En fait, c'était Et je crois de mémoire, d'après ce qu'on m'a rapporté, à Sirte, il y avait peut-être 200 militaires. Tout le reste, c'est la population. c'est la qui s'est population battue. civile qui Ouais. protégeait partout. Tout à fait. Ouais. Parce que ça, c'est une grande spécificité de ce conflit, c'est que les civils se sont levés, ont été armés par le gouvernement, et donc ont représenté l'essentiel de la résistance. Ouais, mais le peuple était souverain en Libye. Le peuple était véritablement souverain. Bien sûr. Ouais. Il avait accès aux armes, il était là pour défendre. Voilà, les gens étaient armés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, j'ai envie de dire, l'OTAN a fait un carnage. Quoi. Carnage. Alors bon, Tripoli, Kadhafi issu encore une trahison, mais à peu près 5000 hommes, des militaires professionnels qui sont affectés à la protection de Tripoli. Et le plan était le suivant, il y a un de ses cousins, qui était un général, qui a donné la permission aux militaires sans que les autres ne le sachent. Et la ville s'est trouvée sans défense militaire de professionnels, ce qui a permis aux rebelles de rentrer. Hein. Le problème, c'est qu'ils ont essuyé une grande résistance dans le quartier d'Abou Slim. Alors, pendant 3 jours, il y a eu des combats assez rudes, les rebelles n'arrivaient pas à pénétrer. Donc c'est là qu'est intervenu les commandos qataris ainsi que les commandos français, et notamment les hélicoptères Apache qui ont fait un carnage où il y a eu à peu près entre 2 et 3 000 morts civiles, qu'on n'a jamais vu, puisqu'on a attendu 2 jours, ils ont attendu 2 jours que les journalistes FAP rentrent dans ces quartiers, le temps de retirer les corps. Voilà, donc c'était un massacre. C'est-à-dire que, une fois de plus, l'argent des impôts du citoyen français a permis de tuer des civils. Voilà, a permis de tuer des civils qui se défendaient, qui se défendaient, quoi, voilà, tout simplement. Ouais. Voilà, on me dit tous les chemins mènent à Nuremberg. Ouais. Bon, ouais, pour le moment, il n'y a pas eu de procès pour la Libye, quoi. C'est pas vraiment encore en plus à l'ordre du jour. Alors oui, on avait vu aussi, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes, on va dire, avant cette prise de Tripoli, qui s'est faite en plusieurs temps. Il y a un épisode assez fabuleux, c'est lorsqu'on annonce la capture de Saif al-Islam sur tous les médias occidentaux, qu'on voit à l'époque, je veux dire Juppé, donc ministre des Affaires étrangères, qui fait un appel depuis le Quai d'Orsay en nous disant ça y est, c'est terminé. Mais ça bon, ils l'ont fait pour Ramis, ils l'ont fait pour Mouatassim, ils l'ont fait pour tous les fils de Kadhafi, et ça pendant tout le conflit. Toutes les semaines, ils nous annonçaient la capture, Kadhafi aussi. Kadhafi aussi, voilà, bien sûr. Ouais. Ça faisait partie de la propagande. Voilà. Mais c'est ça c'était pour décourager les Libyens. C'est de la propagande, tout simplement, bien sûr. Par contre, le lendemain, où là il y a eu une grande rétractation, c'est parce que quand Saif al-Islam il s'est présenté devant les journalistes, il est parti les chercher, puis il leur a dit vous venez avec moi, puis vous allez voir sur la place verte comment le peuple nous accueille. Et là, pour le coup, moi je me rappelle on va dire des éditoriaux qui étaient tous, je veux dire, rétro-pédalage absolu, quoi. Et puis ils mettaient tout sur la faute du CNT, c'était assez marrant. Ils disaient, on nous a donné des fausses informations, c'est le CNT. Mais c'était comme ça pendant tout le conflit. À chaque fois, on nous parlait de prise de ville, de village, de région. Oui, la prise de Brega aussi. Brega qui n'a jamais été prise. Jamais. Et c'était la brigade de Saadi qui tenait. Saadi Kadhafi qui tenait. Brega. Ils n'ont jamais pu rentrer. Et en plus, alors c'est aussi démonstration, puisqu'à l'époque, au début du conflit, il existe encore une télé libyenne, puisque après elle va être bombardée par l'OTAN. Et justement, cette télé libyenne démonte le mensonge de l'occupation de Brega. Voilà. Et je crois que c'est 3-4 jours après. Alors là, ils flinguent tous les émetteurs parce que. Voilà, c'est ça. Mais une fois la prise de Tripoli, la chaîne verte, la chaîne d'État a arrêté d'émettre. Elle réémet depuis l'Égypte depuis 1 an maintenant, puisque la résistance verte a une chaîne qui s'appelle Al-Qadra, donc la chaîne verte, et qui émet en Libye. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer. Je me suis rendu en Égypte pour rencontrer les membres des comités envoyés sur le Libyen, et j'ai pu m'exprimer sur cette chaîne, qui ont des moyens modestes, il faut le dire, mais qui ont le courage quand même de continuer à passer de l'information. Et elle est grandement suivie en Libye. En Libye, elle est disponible sur le net, cette chaîne? Oui, c'est disponible sur le net, il suffit de chercher, même sur Facebook. Même sur Facebook, Al-Qadra. Bon, c'est assez intéressant quand même, parce que la Libye, comment dire, Kadhafi, il faut bien le dire, les médias ont terni son image, l'ont
hein, on va dire, ils ont passé quand même leur temps à le salir. Et, euh, et on va dire que cette façon de diaboliser l'ennemi et de cristalliser aussi, c'est ça, tout autour de la personne de Kadhafi, on ne parlait jamais des Libyens. On ne Mmh. parlait que de Tout à Kadhafi. fait. Hein, c'est-à-dire qu'un pays quand même de 6 millions d'habitants se résumait à plus qu'une seule personne Voilà. et tout le reste n'était qu'accessoire. Et on sentait une obsession des médias à diaboliser, à salir, voilà, à traîner dans la boue Kadhafi et sa famille, parce que évidemment on parlait des fois de temps en temps aussi un peu de sa famille, mais sans jamais en fait montrer le reste de la population, le reste. Tout à fait. Voilà, on ne savait rien des Libyens. Non, on savait rien, et puis on savait pas du tout comment fonctionnait la Libye. Et voilà, encore moins comment fonctionnait la Libye. Tout à fait. Ouais, ouais. Parce que Kadhafi n'avait pas le pouvoir qu'on lui prétendait. Kadhafi était une clé de voûte des tribus. C'est-à-dire que il faisait le lien avec la spécificité libyenne Ouais. qui est tribale, il y a à peu près 2000 tribus en Libye, il a su composer. Voilà, parce d'ailleurs, que c'est important. spécificité du pays, hein, les Voilà. tribus libyennes, il faut bien le Tribus préciser. libyennes. Et ça, c'est le point nodal en Libye. Mm. D'ailleurs, depuis 2011, ils ont été complètement mis en dehors du processus politique et de reconstruction de la Libye. Et d'ailleurs, on voit que c'est le chaos. Hein. Voilà. C'est clair. Il faut savoir pourquoi, d'ailleurs. Parce que les tribus se sont réunies au mois de mai 2014 à Al-Zazia, dans la région de Warshefana, dans le sud-ouest de Tripoli. Et ces derniers ont mis 15 points en avant, notamment le fait d'annuler tous les contrats qui portent atteinte à l'État, qui ont été signés par le CNT, par le Congrès général national et validés par le gouvernement de Tobrouk. À savoir toutes les privatisations que n'a subi la Libye depuis 3 ans. Donc tout a été privatisé, tout était public, tout a été privatisé aux mains des multinationales occidentales. Donc les tribus libyennes, qui sont restées fidèles à la Jamaria libyenne, ont exprimé le fait que le gouvernement de Tobrouk n'était pas, légitime, que tout le processus électoral qu'il y a eu depuis 2012 sont illégitimes, pour la simple et bonne raison qu'on a eu un parlement qui a été élu avec à peu près 250 000 Libyens sur une population de 6 millions. Alors vous me direz, mais les Libyens n'ont qu'à aller voter. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis 2011, on a 2 millions de Libyens exilés en Tunisie, 1 million en Égypte, à peu près 500 000 entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, la Syrie, un peu en Voilà, en Europe. tout cas, il y a plus de 50% de la population dehors. Pas c'est plus, ça, là, plus, trois quarts quasiment. là, on était jusqu'en mois d'août 2014, avant les événements, avant la chute de Tripoli, la prise de Tripoli par les amis de BHL, les djihadistes, islamistes. Donc on a eu 480 000 Libyens qui ont passé le point de passage à Rajezir en Tunisie, mais qui sont pas retournés en Libye. Donc on est à peu près à 4 millions de Libyens exilés. Alors ces 3,5 millions de Libyens, qui n'étaient pas en Libye, qui ne sont pas en Libye, ne peuvent pas retourner en Libye. Pourquoi ? Parce que ces gens, pour l'essentiel, étaient des fonctionnaires. La Jamaria libyenne, c'était 2 millions de fonctionnaires. Donc ces gens-là n'ont pas accepté le coup d'État de l'OTAN. Parce que les Libyens, dans leur ensemble, ont soutenu Kadhafi pendant le conflit, ça a été complètement occulté. Il y a eu des rassemblements massifs. Le 1er juillet 2011, Le fameux 1er juillet 2011. 1,5 million de Libyens étaient à Tripoli. Était à Tripoli, ce qui fait un habitant sur 5 voilà, quasiment. toute la Tripolitaine était là. À Zawiya, 7 jours après, vous aviez 400 000 à Zawiya, qui se trouve à 80 km. Zlinten, on avait à peu près 100 000 personnes, 200 000 personnes. Al-Zazazia, on a eu des rassemblements de 200 000 personnes, ce qui est énorme. Donc on avait un soutien. C'est pour ça que Kadhafi pensait que la solution viendrait par le peuple. Et il était confiant, c'est un peu paradoxal, il était confiant parce qu'il avait le peuple avec lui. Et ça, c'était complètement occulté. Complètement occulté. Personne n'en a parlé. Et donc ces Libyens, effectivement, le coup d'État, la chute de Tripoli, la mort de Kadhafi, ces gens partent en exil, mais n'ont pas la possibilité de retourner en Libye parce qu'ils se sont fait spolier leurs biens. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que lorsque vous interrogez, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que moi il ne me parle pas l'ambassade de Libye,
Mais l'ambassadeur de Libye en Tunisie avait décrété à Isabelle Mandreau, journaliste du Monde, qui a fait un article sur la situation des Libyens exilés. Donc c'était l'année dernière, au mois de mars. Ce dernier considère que les Libyens exilés ne sont pas Libyens parce qu'ils sont kadhafistes. Donc s'ils veulent redevenir Libyens, il faut qu'ils abandonnent Kadhafi. C'est un non-sens. On a exactement les mêmes propos de l'ambassadeur de Libye qui ont été tenus à Géna Lebrun, une journaliste de Libération, qui a fait un article sur la situation des exilés libyens, ceux pour cette fois-ci en Égypte, qui sont au nombre d'1 million, où l'ambassadeur considère que ce ne sont pas des Libyens, ce sont des kadhafistes. Donc là, ces gens ont été exclus complètement, le sont encore. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ces Libyens qui étaient fonctionnaires, n'ont plus aucun revenu depuis 3 ans, ont cessé de vivre de leurs économies, et on se retrouve avec des dizaines de milliers de Libyens en Égypte qui dorment dans les cimetières parce qu'ils n'ont pas de logement. Les enfants ne sont pas scolarisés depuis 2011. Et là, on parle des nouveaux Palestiniens, et personne ne parle de cela. Personne. Voilà une omerta de la part des médias, de la part de ces fameux spécialistes qui viennent vous expliquer, oui, bon, mais vous comprenez, la Libye, la démocratie, il faut laisser le temps au temps, sauf que il n'y aura pas de processus démocratique parce que 80% des Libyens sont restés fidèles à Kadhafi et à la démocratie directe. Et ça, on ne veut pas entendre parler. Personne ne veut entendre parler, y compris les ONG qu'on a eu de cesse de contacter pour essayer d'interpeller les gens, parce que les Libyens nous demandent, nous on les aide, ils comprennent pas cet abandon de la communauté internationale dans son ensemble, de leur sort, parce que ces Libyens n'ont rien demandé, avaient une situation plus que confortable en Libye, et maintenant ils se retrouvent dans une précarité. La Libye est presque retournée à l'âge de pierre, si je veux dire. Complètement. On va faire une petite pause, la première, puisque la régie elle doit être prête normalement. Ouais, je vois rien, mais voici. Donc elle est prête. On fait la petite pause et puis on revient juste après. Oui, voilà. On dit qu'ils étaient 6 millions avant la guerre, c'est ça. Pierrot, pas d'antisémitisme. À tout de suite. Vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Franck Bucciarelli, toujours sur la Libye, toujours. Je suis là pour ça. Ouais, mais c'est bien, on a commencé à, je pense, bien reposer un peu les bases, l'origine de cette affaire. Et j'aimerais bien qu'on arrive maintenant à la prise de Tripoli, parce que c'est quand même un épisode clé, c'est la chute, on peut dire que c'est là vraiment la véritable chute du régime, c'est vraiment la prise de Tripoli. D'ailleurs, toi aussi, tu dis ça? Non, parce que Kadhafi ensuite est parti sur Sirte. Sur Sirte, ouais. Il y avait quand même une résistance qui était encore là, Ouais. le peuple était là. En fait, c'est juste, ils ont pris la capitale, mais en fait, ils n'ont pas le reste du pays, quoi. Non, il restait Sirte, il y avait encore Bani Walid et Brega, justement, qui étaient encore sous contrôle. Il y avait aussi dans le sud. Mais si vous voulez, ils pensaient encore qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer, notamment une interruption des bombardements, parce que c'est ça le problème au final. C'est-à-dire si l'OTAN n'avait pas rasé le pays comme il l'avait fait, le problème de ces rebelles qui étaient à 80% étrangers, c'était des mercenaires étrangers. Oui, ce sont des mercenaires étrangers. Mais essentiellement... ils ont été chercher des Syriens, des Saoudiens. C'est ça, on a vidé les prisons de ces pays-là aussi, du Qatar aussi, semble-t-il. Oui, bien sûr. Il fallait emmener de la chair à canon. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts de ce côté-là. Et beaucoup de morts côté rebelles aussi. Oui, alors cela, on les comptabilisera. Non, parce qu'ils n'ont pas été comptabilisés, parce qu'en général, c'était des mercenaires étrangers. Donc, qui va se plaindre de leur absence? Ils n'étaient pas libyens. Parce que, alors, cette prise de Tripoli, on a tous assisté, on va dire, puisqu'on le rappelait, cette guerre était avant tout une guerre médiatique. Et justement, encore une particularité de la guerre en Libye, c'est qu'on nous a présenté à l'époque des images, je veux dire, sur toutes les... on peut le dire, toutes les télévisions, quelles qu'elles soient, américaines, françaises, qatari, tout ce que vous voulez, britannique, etc., comme étant de vraies images, sauf que... la place verte, la fameuse... on en arrive, où effectivement,
Apparemment, il y aurait eu cette place verte qui a été reconstituée Au Qatar, au voilà. Qatar. Voilà. Ouais. Et donc Et enfin, si vous voulez, il n'y a pas eu que ça pendant le conflit. oui, non, il n'y a pas eu que ça, mais je parle comme ça, comme un épisode marquant quand même, Marquant. parce que le Mais- fameux Djibril, là, il l'a mis sur une chaîne de télé aussi. Hein, Ah ouais, il a ah dit ouais. tout ça est authentique, Ah oui. oui, Oui, mais non. c'est une opération de l'OTAN. Non, non, mais ça, ça faisait partie de la guerre psychologique. Au même titre qu'au départ, lorsqu'il y a eu les manifestations, on nous présentait des manifestants libyens à Misrata, à Benghazi, vous savez, que le drapeau actuel Oui. du roi Drapeau Idriss, issu de l'ancienne monarchie, oui. enfin le drapeau de l'OTAN. Oui. C'est pas le drapeau libyen, le drapeau libyen c'est vert, c'est C'est comme celui-là, ça. voilà. Et il restera, il reflottera bientôt, on en parlera tout à l'heure. Mais donc effectivement, il y avait, on voyait des milliers de manifestants avec ces drapeaux, sauf que c'était filmé en Irak et au Yémen. Donc Al Jazeera payait des habitants dans des villages pauvres, comme on est dans la même configuration architecturale. Donc on filmait et ensuite on nous rapportait que ça avait lieu à Misrata, Benghazi. Voilà. D'ailleurs, Al Jazeera s'était fait prendre la main dans le sac par une auditrice Oui, en plus, irakienne ouais, tout à fait. qui avait reconnu Oui. Bassora et qui expliquait à Ouais. l'antenne, mais c'est Bassora et le journaliste. dit, Non, mais non, c'est pas ça. Au départ, elle lui dit, ce n'est pas Misrata. Ce n'est pas Misrata. Et l'autre, il dit, si, non. Alors, la personne lui dit, non, non, mais c'est à vous de me dire, c'est à vous de nous dire Ça- où c'est. C'est ouais. pas moi, je sais où c'est. Mais dites aux auditeurs pourquoi. Pourquoi c'est là? Pourquoi vous dites que c'est Misrata, c'est pas Misrata. Vous savez très bien que c'est pas Misrata. Donc là, ils ont coupé tout de suite Ils ont le direct. coupé, ouais. Le direct a été coupé. Effectivement, ça avait eu lieu en Irak. Mais ça a eu lieu aussi au Yémen. C'est lui aussi du Yémen, voilà. Donc vous avez. Lors des manifestations pro-Kadhafi qui étaient retournées dans l'autre sens. D'accord, ça aussi on en a parlé, Ouais. c'est-à-dire il y avait une manifestation pro Kadhafi pour dire regardez les gens ont défilé contre Voilà. Et, alors, Kadhafi. et on voyait ces manifestants se faire tirer dessus. Voilà, mais pas par des snipers Ouais. occidentaux. Qui étaient- Snipers voilà. postés dans Tripoli Postés, qui voilà. semaient la terreur Voilà, hein, à l'époque voilà, dans Tripoli. voilà. Hein, les snipers Voilà. parce qu'ils tiraient sur les marchés, ils tiraient comme ça Partout, dans la ouais. foule, Ouais, partout. ouais. Ouais. Ouais, Tripoli, Benghazi. ouais. Tripoli, Partout. Benghazi, ouais. Voilà. Et donc dans cette prise là, parce que alors ça a été le plus grand cafouillage. L'OTAN, clairement en fait, ils ont eu on va dire c'est une intervention militaire très très difficile. Ah oui, il faut juste voilà, comme L'OTAN. ça, ouais, parce qu'on n'entend pas bien. Et, donc l'OTAN a eu comment dire, une intervention militaire dans laquelle en fait ça a été une véritable boucherie, on peut le dire, puisque au premier jour de l'attaque, on se souvient des propos de Moussa Ibrahim qui parlait de 5000 morts hein, la nuit de la première attaque. On nous a parlé, tu pourras peut-être nous confirmer, parce qu'en plus, toi, tu as vécu ça, on va dire, avec les hélicoptères en rase-mode dans la ville qui... C'est ça, les hélicoptères Apache, quartier Abou Slim. hum. Euh, Et c'est un massacre, comparé, ça tire ouais, partout, ouais, bah c'est ouais. un massacre. Ouais, C'est- là, on est sur du gros calibre. Hein. Ah. Ils arrivaient en triangulation, 3-4 hélicoptères, ils ont fait un carnage. Un carnage. Voilà. Donc il y a des témoins de cela, mais bon, on parlera des démarches qu'on a entreprises, parce que donc, au-delà d'être membre des comités révolutionnaires internationaux, on a fondé une association qui s'appelle le RELUD, le Rassemblement international pour une Libye unie et démocratique, justement pour... ça a été créé en 2012 pour dénoncer cela. Bon, enfin, maintenant on en revient parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucun écho et que tout le monde se désintéresse de cela. Mais on continue, on Parce que persévère. c'est l'échec total, évidemment. Enfin, échec, j'entends par rapport à ce qui nous avait été promis, parce que Promis comme quoi d'hab, comme d'hab, l'OTAN fait des promesses de démocratie, etc. Bon, on avait déjà des exemples de l'Irak et de l'Afghanistan, on savait ce que ça donnait les promesses. Ah non, mais de là, l'OTAN. l'OTAN a réussi son pari. Ils ont détruit la Libye. Ils ont atomisé la détruit Libye. Kadhafi, la Libye est un chaos. Voilà, un retour Pour à le l'âge moment- de pierre. Ah, mais pour le moment, tout va bien. On nous dit qu'il y a à peu près 1 million de barils jour qui sort depuis 1 an et demi. D'accord ? Sauf que alors quand vous parlez aux spécialistes, mais où part l'argent du pétrole, c'est très opaque. C'est très simple. C'est-à-dire que ce pétrole sont tenus pour l'essentiel par les milices de Bellage, par les milices de Misrata. Donc Abdelhakim Bellad, Voilà, on va en parler on en après. parle aussi. après. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui a prévalu, que les gens de la Cyrénaïque ont bloqué les puits de pétrole pendant 1 an, Oui. parce que de 2012 jusqu'à 2013, ils ne savaient pas où partait le pétrole. D'accord. C'est-à-dire les pavillons, les tankers arrivaient sans pavillon, les milices arrivaient, disaient aux fonctionnaires de port, vous mettez sur le côté, chargeaient la cargaison, alors on ne savait pas où ça allait, ce n'était pas comptabilisé.
Alors, ce que les membres des comités révolutionnaires libyens, qui sont encore très actifs, ont su que ces barils de pétrole étaient revendus à 10 $. Mais à qui ils ont été revendus, à votre avis? Aux sociétés, Eni, Total, Shell. BHL d'ailleurs s'est gavé là-dessus parce qu'il a pris ses petites commissions au passage. Il n'a pas. Oui, attendez, il faut rentrer l'argent dans la caisse. Et donc d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi en Irak, et d'ailleurs, c'est ce qui a permis aussi l'avènement de l'État islamique. Parce que... Non, c'est ce qui a permis justement d'attaquer, de baisser le baril du pétrole et d'attaquer la Russie. Et d'attaquer la Russie, oui. D'ailleurs, je tiens à rappeler que par rapport à ce type de pétrole, l'Europe et les États-Unis ne sont pas. Parce qu'ils ont eu le temps, pendant 1 an et demi, de se gaver. Parce que le cours du pétrole à l'époque était à 100 $, ils achetaient à 10. Donc ils se sont fait une culbute exceptionnelle. Donc c'était plus intéressant pour eux qu'il y ait 1 million de barils jour qui sortent en l'achetant à 10 $ ou à 15 $, qu'il y ait 3 millions de barils jour qui sortent avec un gouvernement fort qui leur est vendu au prix du marché. Voilà. Donc ça, c'est une situation qui est très confortable pour les multinationales. Donc le pari est réussi finalement pour le pillage en règle de la Libye. Bien sûr. On va parler aussi des avoirs, les fameux 500 milliards. Alors les fameux 500 milliards, voilà, parce que la Libye, il faut bien le préciser, donc un pays sans dette, un pays qui a évidemment des réserves financières considérables dues aux exportations de pétrole. On savait que la Libye avait 500 milliards. Donc c'est pas rien, il n'y a pas beaucoup de pays sur Terre qui ont autant d'argent de côté. Ouais. Cet argent disparu. Disparu. Oui, puisque là, comme on le disait tout à l'heure, le FMI annonce que la Libye est endettée. Est obligée d'emprunter de l'argent. Enfin, bon. Oui, voilà. J'ai vu un représentant de l'ONU qui disait vous savez, la Libye, ils n'ont plus beaucoup d'argent. Et c'est là on peut s'étonner. Parce que 500 milliards... Alors, tout en sachant que, je tiens quand même à rappeler qu'il y a 4 millions de Libyens exilés qui ont perçu zéro. Rien. Alors là, pour le coup, voilà. Donc, ça fait déjà... Alors, il y a eu un geste du gouvernement qui a dit, on va porter 35 millions de dollars pour les exilés libyens. Alors nous, on a fait le calcul, ça représente 5 $ pour 3 ans d'exil par Libyen. Et en plus, cet argent, ils ne l'ont pas eu. Voilà. Donc c'est un mystère. Alors après, il y a eu les mythes que Aïcha Kadhafi était parti avec des convois d'or, de l'or. Alors, pour vos auditeurs, l'or libyen est resté à la banque libyenne, à la banque centrale. Et qui a été d'ailleurs prise immédiatement par le CNT, c'est ça Oui, par Abdelhakim Bellach. Abdelhakim Bellach. Toujours. Le fameux Abdelhakim Bellach. Abdelhakim Bellach. Alors lui, ça vaut le coup de faire un petit focus sur ce personnage, parce qu'il a joué un rôle très important. Il est le chef de la milice de Tripoli, c'est ça? Le chef du conseil militaire de Tripoli. Voilà, chef du conseil militaire de Tripoli. C'est un homme au passé assez sulfureux, qui était membre du GICL, c'est ça, le groupe d'intervention libyen affilié plus ou moins à Al-Qaïda. Numéro 2 d'Al-Qaïda. Il a été incarcéré dans une prison secrète en Asie. En Malaisie, tout à fait. Par la CIA, puis il ressort en fait un peu comme ça, un peu comme une fleur. Et puis... Et là, on le prend. Et il réapparaît. Voilà, on le prend, on le met à la tête d'une coalition, d'une milice, de brigade, de révolutionnaires du 17 février, comme ils aiment à s'appeler, et on le finance allègrement. C'est-à-dire que ces hommes sont formés par des militaires français. Nicolas Sarkozy lui donne des armes, il le dit, il donne des armes à la résistance libyenne pour faire tomber le grand méchant dictateur Kadhafi. Donc cet homme qui est le numéro 2 d'Al-Qaïda, qui actuellement tient l'aéroport de Mitiga, donc l'ancienne base américaine que Kadhafi avait bien évidemment expulsée. Voilà. Et notamment sur cette base est présent Daesh, Hasner al-Sharia, oui, tous les groupes armés par les services de renseignement. On va parler franc. Donc ce Abdelhakim Bellach, qui a ces liens plus qu'établis avec justement Al-Qaïda et toutes les organisations terroristes connues, se retrouve donc à collaborer avec l'OTAN et devenir le chef, le représentant à Tripoli on va dire avec qui l'OTAN traite. C'est lui qui... Et puis ils ont été très hypocrites, parce qu'on nous l'a présenté, ce que je me rappelle à l'époque, sur France 24. On connaît tous France 24, qui a couvert le conflit, qui est très impliqué dans la couverture de ce conflit, comme un militant islamiste.
Voilà. Ah, mais C'est comme ça qu'on le présente à France 24. Hein. Bah, C'est pas dangereux d'un coup. Si vous voulez, dans les quartiers à Tripoli que ces milices contrôlent, la charia est appliquée. Oui. Un exemple, C'était dans leur programme. Hein. Voilà, une femme n'a pas le voile, parce que ce Kadhafi, le voile n'était pas une obligation. Voilà. Elle va prendre 40 coups de bâton, un mois de prison, enfin voilà. Ah, c'est les jolis démocrates soutenus par notre ami BHL. Voilà. Voilà, Par contre, ça n'empêche pas, alors qu'il interdit aux Libyens de se... Parce qu'il a fait un ouvrage avec Isabelle Mandreau du Monde, du djihad aux urnes. Voilà. Parce qu'on essaie de nous présenter en bon démocrate. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait cette... Oui, voilà. On essaie de le blanchir. Voilà, ce qui est grave, c'est que ce monsieur, donc au sein du Rassemblement international pour une Libye unie et démocratique, nous avons initié des procédures en justice, notamment à l'encontre de monsieur Abdelhakim Belhadj, puisque ce dernier est responsable d'exécutions sommaires lors de la prise de Tripoli de fonctionnaires de la gendarmerie libyenne, de torture, puisque ces milices ont torturé. Donc, il était responsable, en tant que conseiller militaire, de ces tortures de fait. Donc, des procédures ont été lancées, le pôle crime international a été saisi en France, puisqu'un Libyen a déposé une plainte, puisque ce dernier dit s'être fait torturer donc par les membres de la milice de Belhadj, par des Qataris et notamment par des Français à Tripoli. Comme c'était une personne qui avait une place importante dans le système sécuritaire très proche de Kadhafi, il a été torturé pendant 40 jours. Donc suite à ça, on a déposé une plainte qui a été reçue, enfin qui a été acceptée par le doyen des juges, le juge Le Loir, et qui fait que deux juges au pôle crime international ont été saisis pour enquêter. Et là, ce qui est important, c'est que, au-delà du fait que cet homme, le juge, enquêtera sur ces trois Français, c'est qu'on va mettre en avant, bon, les tortures sont avérées, les certificats médicaux, il y a les certificats d'incarcération, la justice a reconnu que ça valait le coup d'enquêter. Le problème, c'est que M. Belhadj va être malmené, puisque étant le responsable du conseil militaire, et que ces milices contrôlaient ces centres de détention où ont lieu des tortures et des exécutions sommaires, il aura des comptes à rendre devant la justice française. D'ailleurs, à cet effet, ce dernier a été reçu au centre IREMO à Paris, et nous sommes intervenus pour dénoncer la présence de M. Belhadj en France, puisque cet homme qui se présente comme un bon démocrate, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un djihadiste radical, qui a du sang sur les mains, et que sa place n'est surtout pas en France. Bon. Alors dans le centre IREMO étaient présents des gens du Quai d'Orsay, et après la conférence, il a été reçu au Quai d'Orsay pour aller voir ses amis d'antan, voilà, puisque cet homme a à peu près 20 000 hommes, 20 000 miliciens sous ses ordres, donc il a un pouvoir militaire certain à Tripoli. Donc la diplomatie française négocie avec lui. Voilà. Ouais, voilà, en plus il a été placé là. Voilà. BHL lui rend visite assez fréquemment, directement à Mitiga. C'était le cas en juin dernier. D'ailleurs, lui-même l'a dit en septembre dernier sur Europe 1 qu'effectivement il allait toujours en Libye, mais de façon très discrète. Ouais, de façon très discrète, ouais. Voilà. Un peu comme la visite qu'on nous avait présentée. Alors là, c'était... je sais pas si aussi tu as eu des échos de cette affaire, mais parce que ça me paraissait quand même très surfait, très mise en scène. C'est Cameron, Sarkozy qui font leur visite juste après la prise de Tripoli. En fait, ils vont à Benghazi. Puis à Benghazi, je crois qu'il y avait peut-être au bas mot 2000 personnes. Oui, puis alors j'invite tout le monde parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la majorité de la population de Benghazi était favorable à Kadhafi. On était à peu près à plus de 60-70%. Oui, voilà, parce que sur cette image de Cameron et Sarkozy qui paradent évidemment à Benghazi en fait devant une selle, voilà, effectivement pas plus de 2000 personnes. Et ce qui est saisissant, c'est pour ceux qui auraient l'occasion de revoir ces images, parce que beaucoup d'images ont disparu, vous remarquerez, moi je vous invite à regarder la foule, et vous verrez que quasiment un peu plus de la moitié des gens sont des journalistes. Parce qu'on voit, ils tendent tous des micros,
des caméras ou machin. Enfin, ce n'est pas une foule ordinaire. En fait, on a réuni une petite foule de gens comme un public, et la moitié en fait de l'autre partie de la foule, c'est pas de la foule, ce sont des journalistes. Les journalistes. Voilà, donc c'est une fausse foule. Hein. La plupart c'était des mercenaires. Hein. C'est ce que je pense aussi, c'est-à-dire ceux qu'on a réunis là, ça se voit que ce sont des. D'ailleurs, c'est pas du tout mixte aussi quand on regarde les images. Il y a 99% d'hommes. Ouais, c'est ça, avec quelques femmes qui ont été cherchées. Voilà, il y a peut-être une femme qui traîne un peu là quand on en habite, mais je veux dire, c'est 99% d'hommes hein, qui sont sur les photos. Et hommes, jeunes, etc. Donc on voit bien qu'il y a eu enfin une cible particulière. Hein, c'est-à-dire, c'est pas une foule qu'on pourrait dire grand public où on va voir des vieux, des jeunes, des petits, des grands, des machins. Là, c'est une foule bien particulière. Donc là, ces gens-là donc, ils nous ont quand même roulé dans la farine quoi, sur cette histoire de on a été du début à la fin. Du début à la fin. Hein, mais encore maintenant. Et encore maintenant, parce que la situation actuelle en Libye, alors c'est quoi pour y venir? Aujourd'hui, comment après la prise de Tripoli, alors rappelons qu'il y a eu prise de Tripoli, il y a eu l'affaire de Sirte, on en reparlera aussi. Hein. Sirte, ensuite, en fait, toutes les grandes villes, en fait, ont résisté une à une, puisqu'après c'était Bani Walid, etc. Enfin, chaque ville a connu son épisode de résistance. Bien sûr, bien sûr. Donc la situation actuelle en Libye. Bon, on a un gouvernement de Tobrouk, un gouvernement qui est en exil à Tobrouk, voilà, qui a été élu avec 250 000 votants, à peu près, hein. Donc ça fait 5% de la population. 5% de la population. 4 millions de Libyens exilés qui n'ont pas voté, qui ne sont pas recensés. 500 000 Libyens déplacés de force qui ne sont pas reconnus. Bon, donc c'est pour ça qu'on a 250 000 Libyens qui vont voter. Hein. En gros, c'est à peu près... parce qu'actuellement, en Libye, il reste peut-être 1,5 million de Libyens. Hein. Voilà. Donc nous avons le gouvernement, suite à la prise de Tripoli des milices du bouclier de la Libye, donc Misrata, Belhadj, Hasner al-Sharia, Daesh, tous les groupes islamistes, donc ont repris Tripoli. Le gouvernement a été obligé de s'exiler à Tobrouk. Le problème, c'est que le gouvernement, c'est des députés qui sont libyens, certes, mais qui étaient exilés du temps de Kadhafi et qui connaissent rien à la Libye. Voilà. Donc ils n'ont aucune attache, aucune accroche. Parce que la plupart des gens qui étaient qui ont fait allégeance au CNT au départ, eux se sont retirés du schéma. Voilà. Et au fur et à mesure, oui. On va dire tous les Libyens qui étaient dedans, au fur et à mesure, se retirent. Se retirent. Ouais. Donc l'ONU ont été chercher des exilés, quoi. Des exilés libyens, de l'époque, exilés. Donc ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité libyenne. Donc ils représentent qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que leur pouvoir s'arrête la porte de leur chambre, quoi. Voilà. Mais donc, alors on a le gouvernement de Tobrouk qui est reconnu par la communauté internationale. Le problème, c'est que depuis le mois de juin, alors on a le fameux général Hafter, hein, qui est parti en solo alors lui, il a posé un problème, parce qu'on nous dit que Hafter a le soutien de la France, a le soutien des États-Unis. Ça, c'était valable jusqu'au mois de juin. Parce que Hafter a compris une chose, c'est que le pays, la Libye, était en train de s'enliser et qu'elle allait devenir un khalifa, ou un pays avec la charia, qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit des Libyens, qui pendant 41 ans ont vécu un islam modéré, où l'islam n'était pas politique, complètement. Le système était il y avait des avancées, c'est-à-dire qu'en 1983, Kadhafi a fait passer une loi pour interdire la répudiation de la femme. C'est-à-dire que si une Libyenne pouvait divorcer, si elle divorçait, elle gardait la maison, elle était propriétaire de la maison. Voilà, bon. Donc le Libyen ne pouvait pas avoir deux femmes. Bon, il laissait faire, mais normalement, seule une épouse était acceptée. Enfin, vous voyez, il n'était pas... Bon, l'obligation du voile, c'est pas obligé, quoi. Alors par contre, il n'y avait pas d'alcool en Libye. Voilà, bon. Là-dessus, il y avait aussi, on peut le préciser, du temps de Kadhafi, toutes les communautés religieuses présentes, il y avait des chrétiens. Des chrétiens, bien sûr, des juifs, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais très peu. Mais disons que, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que Hafter, on va revenir, Hafter, à un moment donné, a compris que ces milices islamistes étant sous tutelle du Qatar, de la Turquie, des États-Unis et de l'Europe, et voyant que le pays était en train d'être vendu, hein, parce que tout a été privatisé, hein, parce que le Congrès général national, qui était avant les élections, n'ont eu de cesse que de privatiser tous les pans de l'économie du secteur libyen.
La banque, le système bancaire, le pétrole, l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui appartenait à l'État a été privatisé. Voilà. Bon. Donc il s'est avéré que les élections sont arrivées. Il y a eu un espèce d'un coup d'État des laïcs qui ont fait en sorte que les frères musulmans ne soient pas représentés dans le Parlement. Donc Misrata, Belhadj et ses hommes. Et donc le problème, c'est qu'il y a eu Misrata a décidé de prendre Tripoli pour faire tomber le gouvernement. Donc ils se sont exilés à Tobrouk. Il est reconnu par la communauté internationale. Et maintenant, vous avez les médias, Le Monde, Libé, enfin différents experts qui vous parlent de deux gouvernements en Libye. Il n'y a pas de gouvernement en Libye. Il y a un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Et on essaie on nous prépare à la séparation de la Libye. Ouais, voilà. c'est ça. On veut diviser la Libye. Voilà. Parce que la Libye, il faut bien le préciser d'origine, c'est 3 provinces, Ouais. Tripolitaine, Cyrénaïque et le Fezzan, qui ont été réunies en fait au sein d'une même nation. Mais c'est 3 vraiment. Oui, trois. Trois Donc provinces. là, on veut rentrer dans diviser pour mieux régner. Hein. Donc, de toute façon, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Irak, hein, par ailleurs. On a cassé l'Irak. On a cassé voilà, l'Irak bon, de la même façon, oui. Tout ça, bien évidemment, parce qu'il y a des intérêts économiques à cela. C'est plus facile de contrôler une région que de contrôler un État. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi avec Kadhafi pendant 41 ans. Ils n'ont pas réussi à le piller. Ils n'ont pas réussi à piller la Libye. Parce que Kadhafi a protégé son peuple de cela. Il faut quand même le savoir. C'est pour ça qu'ils l'ont, entre autres.